Les footballeurs sont des poètes. La passe, le dribble et le tir sont des règles de langage, parfois même des figures de style. Nous, spectateurs ou téléspectateurs, en sommes les lecteurs. Ouais, pour moi le football, c'est de la poésie. Vous me croyez pas? Bougez pas, je vous explique. Voilà, c'est difficile de se passer de moi. Avant de vous démontrer que le football est poétique, je dois introduire une notion. Le football comme un langage à part entière. Imaginez un instant ce sport comme une façon de communiquer entre deux individus. Une langue dont les mots seraient toutes les possibilités différentes de taper dans un ballon avec le pied. La grammaire, les règles qui encadrent cette langue, seraient la passe, le dribble, le tir. On ne parle pas encore de poésie ici, mais juste de langage. Quand un attaquant se démarque et qu'un joueur du milieu de terrain lui fait une passe, ils interagissent. Ils communiquent entre eux. En se déplaçant de manière à ne plus être suivi par son défenseur, l'attaquant envoie un message au joueur qui a la balle dans les pieds. Il lui dit « Je suis libre, passe-moi le ballon ». Jusqu'ici, normalement, vous êtes d'accord. Eh bien, dans cette situation, nous avons l'expression d'un cadre qui définit un langage à part entière. On a un émetteur, l'attaquant, un message, donne-moi la balle, et un destinataire, le milieu de terrain. Mais nous avons aussi un contexte, la possession du ballon pour avancer vers le but, un code, la maîtrise du ballon avec ses pieds, un contact pour maintenir le lien, le fait que les deux joueurs sont dans la même équipe, et donc doivent s'entraider. Ce cadre de l'échange linguistique n'est pas le mien, c'est celui de Roman Jakobson, qui théorise tout acte de communication entre deux individus. Ici, on retrouve tous les critères qu'il a définis. Je vous prends un autre exemple. Sur un penalty, un joueur va se positionner à quelques mètres du ballon, posé dans la surface. Le gardien est sur sa ligne. Au moment de la frappe, le gardien va plonger, et la balle atterrir ou non dans les filets. Nous avons notre émetteur, le frappeur, notre récepteur, le gardien, notre message, je tire. Pour marquer, notre contexte, il y a une faute dans la surface qui a été punie par l'arbitre, le code, toujours la maîtrise du ballon avec les pieds, et un contact. Les deux joueurs sont dans des équipes opposées, l'un doit marquer, l'autre l'arrêter. Do you want to know my team tomorrow? So why don't you ask me? What's your team tomorrow? It's too late. I'm sorry. On peut donc dire que le football est un langage, qui plus est universel. Dans sa dernière étude, la FIFA dénombre 5 milliards de fans de foot dans le monde. 5 milliards de personnes qui parlent la même langue, qui maîtrisent le même langage. À titre de comparaison, l'anglais est parlé par 1,45 milliard de personnes, et le chinois mandarin par 1,12. Bien sûr, on pourrait objecter plein de choses. On va pas le faire. De toute façon, on tomberait sûrement d'accord. Je ne dis pas du tout que l'on devrait remplacer l'anglais, le chinois, l'arabe, le français, l'espagnol par la langue du football. Mais il y a un point où, selon moi, le langage footballistique a son mot à dire et peut être comparé. C'est l'expression d'une beauté linguistique. C'est la seule personne au monde qui sait le nombre exact de poils pubiens que Zinedine Zidane a sur ses bijoux de famille. Quand on parle de poésie, on évoque souvent une certaine finesse, des jolies sonorités, des belles métaphores. La poésie est une forme de langage artistique qui essaye de tendre vers une grâce, un éclat, une élégance. Eh bien, le football est un langage qui peut être esthétique. Comme la poésie réinvente une manière d'utiliser la langue pour la sublimer, le footballeur poète réinvente une manière d'utiliser le ballon. Comme la poésie dépeint un monde parfois onirique, le football poursuit le rêve de l'action parfaite sans jamais vraiment l'atteindre. Un enchaînement de dribbles qui mettront à terre toute une défense, une séquence de passes à une touche qui renversera une équipe entière, comme la poésie, le football possède un imaginaire qui alimente ses strophes, ses vers, ses passes, ses dribbles, ses buts. Comme la poésie a une grammaire propre qui structure son déroulé, des rimes, des figures de style, un nombre de syllabes, le football a un dispositif et une tactique qui structure la manière dont les joueurs vont se déplacer sur le terrain, le type de passe qu'ils vont se faire entre eux, et donc influencer l'esthétique de la poésie que les joueurs vont nous proposer. Parmi ces styles, on peut nommer le jeu de mouvement continu, tiki-taka, le jeu de transition, le jeu de possession, le catenaccio, tous proposent une poétique différente. Je vais vous aider. Il faut imaginer le terrain de foot comme un tableau animé, sur lequel des pinceaux aux couleurs du même maillot dessinent des courbes, font naviguer un ballon, presque comme un trait de peinture. Ne plus voir le football seulement comme un sport, mais comme une performance artistique, c'est s'ouvrir à une interprétation bien plus profonde et complexe qu'elle n'en a l'air. Quelle satisfaction visuelle de voir des dizaines de passes s'enchaîner à une vitesse quasi surréaliste. Quel plaisir de voir un joueur défier les lois de la physique en sautant plus haut que n'importe qui, en réalisant une acrobatie que lui seul pouvait imaginer. Et comment ne pas s'extasier devant les dribbles d'un surdoué. Drogba qui va s'avancer dans la surface de réparation, le dribble de Drogba et le but de Drogba exceptionnel. Extraordinaire. Exceptionnel but de Didier Drogba suite à un dribble Extraordinaire ce qu'il fait. Extraordinaire. époustouflant. On a du mal à garder notre souffle. Poésie et football se retrouvent aussi sur l'esthétique sonore. Là où la poésie fait sonner les mots pour les rendre plus beaux, le football a sa propre musique. Ses hymnes, ses chants de supporters, son sifflet d'arbitre, son bruit du ballon contre les filets, celui des tacles, des joueurs essoufflés ou qui s'entrechoquent,
de la chaussure qui frappe contre le cuir, du gant de gardien qui enlève un ballon au dernier moment. Le week-end, allez assister à un match de quartier. Fermez les yeux et vous comprendrez. Vous entendrez la douce symphonie du football. Mais tout n'est pas poétique dans le football. Comme en poésie, il y a des poèmes qui nous touchent et d'autres pas du tout. Bien qu'il existe un jugement esthétique objectif, nous pouvons avoir des sensibilités personnelles. Moi par exemple, j'aime l'effet de rapidité, de vitesse. J'aime les poèmes incisifs, les phrases courtes et percutantes. J'aime aussi les joueurs rapides. J'aime le dessin de leur trajectoire sur le terrain, comme une ligne géométrique qui croise, puis dépasse celle d'un joueur adverse. Cette esthétique qui me plaît, elle me fait ressentir des sensations. De la surprise, de la joie, de la peur parfois. Je la ressens quand je lis, mais aussi quand je regarde un match de foot. Je crois que le bonheur, en fait, c'est le football et puis c'est la vie en général. Être supporter d'une équipe, c'est être chanceux. C'est vivre des émotions assez peu comparables. Je n'ai jamais vécu un moment de joie commune aussi fort que dans un stade de foot, au moment où mon équipe préférée marque un but qui change le résultat d'un match. J'ai rarement ressenti aussi fort la surprise que lorsque mon joueur préféré pique un sprint inattendu cassant toute la défense adverse. Je n'ai jamais eu aussi peur devant un match que quand l'adversaire peut mettre mon équipe au tapis dans la dernière minute. Quand je regarde un match de football, je suis connecté à des émotions que je ne ressens pas ou peu dans la vie quotidienne. Quand je lis de la poésie, c'est pareil. Lire un poème qui exprime des sensations que l'on ressent au plus profond de soi, c'est se sentir connecté à tout un tas de gens, à tout un tas de lecteurs qui ont lu ce poème et qui ont ressenti la même chose. Comme une foule dans un stade, c'est savoir que l'on a partagé un moment unique. Lire un poème dont le style est totalement novateur, où chaque phrase vous secoue, tellement l'écriture est fluide et efficace, c'est rester abasourdi, presque sonné. Lire un poème qui dévoile des angoisses profondes que vous êtes toujours caché à vous-même, c'est ressentir la peur. Vraiment. La poésie a de particulier qu'elle arrive à exprimer des ressentis, des émotions qu'il est impossible normalement de réellement décrire. L'irrationalité du football est aussi de celle-là. Des décisions d'arbitrage, des trajectoires de balles, ou des réactions de joueurs impossibles à imaginer, qui en font un sport à la dramaturgie unique, qu'on ne peut pas toujours expliquer. Ce que je veux dire, c'est que football et poésie se rejoignent sur l'intensité et la qualité des émotions qu'elles peuvent nous faire vivre. Nous ne sommes pas toujours capables de l'expliquer, mais c'est là, au creux du ventre, c'est plus fort que nous. Pas des choses à faire. Et en plus de ça, 9 fois sur 10, regardez, vous allez voir, le joueur se relève avec rien. Dans le football, on peut surtout entendre dire que certains joueurs, notamment les défenseurs, ne sont pas des poètes. Mais alors, quel est le type de joueur le plus poétique ? Quel est le football qui génère le plus de poésie ? On pourrait se dire que c'est le jeu ou le joueur qui génère le plus de buts, celui qui réussit ou tente le plus de dribbles, l'équipe qui construit le plus d'actions de buts, le plus de spectacles. Mon point de vue, et il n'engage personne d'autre, c'est que le meilleur poète dans le football, c'est le joueur qui maîtrise le mieux le ballon, qui en fait sa chose. C'est celui qui excelle tellement avec le langage footballistique qu'il peut l'amener ailleurs, vers des contrées jamais explorées par aucun autre joueur. Une manière de toucher le ballon, une façon propre à lui de le contrôler, de le passer et de l'utiliser pour passer un adversaire, c'est celui que l'on reconnaîtra à sa manière de se déplacer avec le ballon. Celui qui, comme un poète, développant son style d'écriture, aura la capacité d'écrire des gestes techniques qui marqueront à jamais l'imaginaire du football. Dans notre culture, tout le monde ou presque connaît La Fontaine, tout le monde ou presque connaît Zidane. La comparaison pourrait prêter à sourire, mais ces deux poètes ont marqué durablement leur langage. C'est un geste que tu t'es approprié, il est à toi maintenant ? Bah il est à moi, non, il est pas à moi, il m'appartient pas, il s'appelle pas Zidane, mais bon, c'est pas aussi donné à tout le monde de le faire. Ah bon ? Donc ben non, toi tu peux pas le faire par exemple. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il faut pour le faire ? Bah, il faut beaucoup de travail déjà, et puis je te dis, bon là on le fait tranquillement au ralenti, mais quand tu fais ça vite, bon, ce que je peux dire c'est que tu peux être ridicule quoi. Des fables et des roulettes. Des références que tous les poètes ont assimilées et utilisent parfois dans leurs performances. Pour le plaisir, je vous fais mon top 5 très personnel des plus grands footballeurs poètes que j'ai vu jouer. 5. 4e, Iniesta. Physiquement, j'aurais pu facilement le confondre avec l'épicier de mon quartier. Mais avec un ballon dans les pieds, il était capable de faire voyager le ballon partout sur la carte du terrain. Ce qui m'impressionnait, c'était sa manière de regarder le vide, les espaces que personne d'autre n'était capable de voir. 3e, Pirlo. Le buste droit, les cheveux longs, la douceur avec laquelle il caressait le ballon, il aurait fait assurément un bon poète. Mais ce sont ses coups francs qui vont le plus marquer, ou plutôt sa course d'élan et le peu d'effort qu'il semblait mettre pour envoyer la balle 30 mètres plus loin. Une élégance telle qu'encore aujourd'hui j'ai envie de lui ressembler.
Deuxième, Messi. L'avenir nous dira si c'est le plus grand de tous les temps. En tout cas, il n'aura cessé d'être un empereur en conquête, un rêveur sans limite. Il ne joue pas vraiment dans la même réalité que les autres. Il est dans sa tête. Il a imaginé de nouvelles règles, physiques, pour exécuter ses gestes plus vite que les autres, pour garder le ballon au plus près de lui, pour le lâcher seulement au fond des filets. Premier, Zidane. Sûrement parce que je suis français, sûrement parce qu'il n'y a pas de meilleur dramaturge que lui, c'est mon Molière. Les plus grandes victoires, les défaites les plus difficiles, il n'y a pas de doute, il sait écrire les histoires. C'est un génie, mais humain. Il réalise les vœux et les annule parfois juste après. Je l'aime parce qu'il m'émerveille. Avec lui, je crois encore un peu à la magie. Voilà pour mes poètes. Je sais qu'il y en a plein d'autres, les deux Ronaldo, Maradona, Cruyff, Van Basten, Platini. Je vous l'avais dit, c'est mon top à moi. Comme nous avons des footballeurs poètes, nous avons des poètes footballeurs. Wreathed in red, restored to this great gallery of the game, a walking work of art. Vintage, beyond valuation, beyond forgery or imitation. 18 years since that trembling teenager of touch and tease first tiptoed onto this storied stage. Now in his immaculate maturity, CR7 reunited. Il y a d'abord les commentateurs. Vous voyez de qui je parle. Ces Sud-Américains qui sont capables d'improviser de véritables odes à leurs idoles. Notre Omar da Fonseca, dont les tirades rendent chaque passe de Messi ou d'un Argentin encore plus délicieuse à observer. Le coup franc de Messi. Et oui, qu'est-ce que vous voulez dire, d'accord? Vas-y, dis-moi maintenant que les autres, que lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage, voilà, il y est. Personne, tout le monde croit qu'il va la mettre par-dessus. Premier poteau, deuxième, encore une fois. Cette fois-ci, il ne lui pas mais le rouge à lèvres, il a coiffé, il lui a mis le numéro. Tout, il la met, pique. Voilà. Ces commentaires contribuent au souvenir collectif qui va se créer autour d'un but, d'un dribble. Je n'arrive pas à me souvenir des buts de Zidane en finale de la Coupe du Monde sans les observations de Thierry Roland et de Jean-Michel Larquet. Je pense que le commentateur a un rôle poétique. Je sais que ce n'est pas l'avis de tout le monde, mais je préfère le journaliste ou le consultant qui se lâche, qui laisse déborder l'émotion du moment. Pas prendre parti pour une équipe, non, mais ressentir la poésie de l'instant et la transmettre aux téléspectateurs. Sa voix venant ajouter un nouvel instrument à la musique du football. Ces commentateurs sont des poètes de l'instant, de l'improvisation. Un peu comme un surréaliste qui pratiquerait l'écriture automatique, il imagine au fur et à mesure, sans réfléchir, il laisse s'exprimer ce qu'il se passe en lui. Second poteau, Pavard. Le foot, c'est aussi tout un univers de petites phrases, de déclarations poétiques à leur manière. On peut se moquer, mais on peut aussi les voir comme des aphorismes de plutôt bonne qualité, des punchlines de conférences de presse, des interviews d'après-match bien senties. Parce que les footballeurs sont souvent réduits à leur capacité d'expression, on ne peut pas nier que dans le foot, le mot est important. Moi, j'ai décidé de les apprécier. Brésil ou pas, m'en bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Il existe évidemment aussi des poètes amateurs de foot, qui en ont écrit des poèmes. Beaucoup d'Italiens, l'un des peuples les plus passionnés. Je peux vous donner quelques références comme Carlos Drummond de Andrade, un Brésilien qui a écrit sur la victoire de son pays à la Coupe du Monde 1970, ou Pasolini, dont je me suis beaucoup inspiré pour créer cette vidéo. Je vous mets la référence dans la description. Mais aujourd'hui, je voulais vous lire un très court poème de Giovanni Giudici, que je trouve plutôt moderne dans sa manière de voir le foot, où l'argent brille désormais plus que les larmes, qu'elles soient de tristesse ou de joie. Je vous le lis. Applaudissons, restons à l'unisson, ne cherchons pas à comprendre toutes ces discussions sur le calcio pour n'avoir à parler d'autre chose. Toutes ces discussions pour ne pas regarder l'essentiel du monde, tout cet argent pour rien. Voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, j'espère vous avoir un petit peu convaincu que le football mérite qu'on le considère sous un angle poétique. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux, j'y fais plein de trucs différents et sympas. Insta, TikTok, Twitch, il y a même un Discord, je suis partout. On essaye avec la communauté de construire tout doucement notre petite bulle poétique dans plein de domaines extrêmement variés. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour qu'on diffuse tous ensemble un peu de notre poésie chaque jour. Pour conclure cette vidéo sur la poésie cachée dans le football, je me suis essayé à l'exercice d'écrire sur ma passion pour ce sport. J'espère que ça vous plaira. À très bientôt.
Je me souviens du coup de sifflet, de la sonnerie qui résonne dans les tribunes. Je me souviens du ballon qui frôle la transversale pour atterrir sur le toit. Je me souviens des tacles glissés, du gravier imprimé sur ma peau. Je me souviens de la fierté gravée sur mes os. J'entends encore la clameur des supporters, sous le préau, près de la marelle, ultra et cartes Pokémon, billes et fumigènes. Voilà les premiers cris. Dribble raté, passe mal assuré, tire du bout du pied jusqu'au fond des filets. Je suis goal volant, je me déplace entre 2 t-shirts, mais rapidement on n'a déjà plus le temps. Ça y est, à nous la gloire et les caméras, à nous la joie et les chocolats.